aller, sinon on va nous ramener. Ça donne un bon coup de rame, le pire. Bercé par la houle, à qu'il fait bon vaguer, l'instant qui s'écoule nous semble plus léger le long de la barre. Merci à vous d'avoir accepté l'entrevue avec Punctum. Ça nous fait plaisir. Ouais. Cooke-Sarsville, ça existe depuis quoi, environ 12 ans? Au moins 10 saisons de pêche, mon cher. Oui, c'est finalement le duo du millénaire. Le tournant du millénaire. Ouais. Pouvez-vous nous raconter un peu la genèse de Cooke-Sarsville? Bon, d'abord, on a étudié ensemble. Nous sommes des universitaires on s'est rencontrés à l'université. Et à la fin du baccalauréat, on a décidé de jumeler nos deux pratiques. Pierre, alors, travaillait plus en 2D. Moi, je travaillais la sculpture. Au niveau des thèmes, ça se ressemblait beaucoup. Et c'est grâce à ça qu'on a réussi à en arriver à une pratique qui était bien homogène, disons. Homogène. Homogène. Bien homogène. Quand on regarde les premières œuvres qu'on a réalisées, on voit très bien le travail figuratif, pictural de Pierre, le travail plus sculptural, mécanique que je faisais. Donc, c'est en mon sens inintéressant. On parle d'une collaboration qui pourrait être hasardeuse, qui pourrait être simplement spontanée, puis s'arrêter là. Le fait qu'on a eu le goût de continuer ça, c'est vraiment le fait qu'il y ait quelque chose de nouveau qui est apparu, puis qui nous a donné envie de complètement laisser nos pratiques personnelles de côté pour voir où ça allait nous mener tout ça. Puis, mais aujourd'hui, après une dizaine d'années de pratique, est-ce que vous avez quand même certaines spécialités, certaines tâches? La portion la plus créative pour nous, c'est vraiment d'élaborer les concepts de nos projets. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas vraiment de compétences particulières. C'est plutôt dans la gestion au quotidien d'une carrière en art, disons que là, on a développé des sphères de compétences qui sont propres aux talents particuliers qu'on a l'un et l'autre. Ça ne touche pas le niveau de compétence qui est, on est en train de créer un projet, on discute, on lance des idées, on finit par s'entendre sur le projet, ça va être ça. Après ça, on part des machines. Puis là, peut-être qu'il y a un jeu de compétences qui est plus intéressant. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions sur le travail en équipe, surtout le travail à deux. Ça intrigue beaucoup les gens parce que, bon, il y a cette espèce d'idée de connexion. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui vont venir nous dire « Ouais, mais là, vous autres, c'est plus facile, vous travaillez à deux. » Ou il y a des gens qui vont penser que l'aspect instinctif de la création n'existe pas à deux, que c'est uniquement cérébral. Puis tout ça, c'est faux. C'est faux, mais ce qui est difficile dans la création à deux, on parle souvent d'un striptease de ce qui se passe dans nos têtes. C'est-à-dire que quand on crée seul, toutes les idées élaguées. Parce que, bon, tu as une idée, tu dis non, ça fonctionne pas. J'ai déjà vu quelque chose qui ressemblait à ça. L'idée n'est pas tellement bonne. C'est symbolique facile ou des trucs comme ça. Quand on travaille seul, on les a, ces idées-là. Puis on les tasse. Ils nous amènent à autre chose. Travail d'équipe, nous, ce qu'on a eu à apprendre, puis encore aujourd'hui, on a des formules de politesse, dans le sens où on excuse on a certaines une mauvaises idée, idées. mais c'est gênant de la dire. C'est la pomme pourrite qu'il faut élaguer du panier. C'est drôle, nos discussions de projet sont souvent, dans l'idée de brainstorming, il y a autant de mauvaises idées que de bonnes qui ressortent, sinon plus de mauvaises, vu qu'on veut absolument tout se dire pour que le projet avance le plus loin possible. En 2003, à la Manif d'Art 2, vous avez exposé une installation, c'était une cuisine avec deux espèces de monolithes, avec des pénis, des vagins, puis ça interpénétrait. La belle époque. La belle époque, oui. L'interprétation, oui, des monolithes. Oui, ça s'appelait L'Envie. À la fonderie Darling, et c'est arrivé près de chez vous, vous avez présenté la pièce Silence on coule, qui est une espèce de fontaine avec encore là des pénis, des vagins.
s'exprime. Comment est-ce qu'on passe de cette espèce de réputation-là d'enfant terrible, de l'art de provocation, à l'art public? Ben, Ouais, vas-y. en fait, à l'époque, on n'avait pas l'impression on n'avait pas le désir de choquer en présentant des sexes, en présentant des coïts ou des éjaculations. C'était vraiment une façon de parler de représenter l'homme, la femme, leur sexualité en société. C'était symbolique. Puis ça nous paraissait une stratégie qui était parfaite, idéale. Mais c'est sûr que nous, dans nos discussions, on finit par être habitué de côtoyer ces sexes-là. Il faut les réaliser, il faut les assembler. On finit par banaliser l'effet qu'ils vont avoir une fois présentés. Puis oui, c'était assez surprenant de voir certaines réactions. Puis disons que mettons, pour ramener ça à l'idée d'art public, ça se fait tout en nuances. Hein? Parce que nous, il y a quelques projets d'art public, on en est à nos balbutiements dans ce domaine-là, mais quand même, certains projets, c'est sûr qu'on n'amènera pas une espèce de phallus géant en plein cœur d'un parc à Shawinigan, mettons. Mais... Ben, la Cité de l'énergie. Ouais, la Cité de l'énergie en soi peut être assez phallique. On essaie dans l'art public de garder un pied dans notre pratique personnelle, puis je pense que c'est de plus en plus que les comités de sélection et compagnie recherchent des artistes qui vont avoir un pied dans leur public, mais un pied aussi dans leur pratique, puis ça se connecte. On sait qu'en art public, il y a un contexte plus familial, il y a un contexte, c'est les utilisateurs de ce lieu-là, soit un hôpital, une école, un centre de sport, qui vont côtoyer l'art. Donc, à ce moment-là, il y a moyen de faire des très bons projets sans jouer les frondeurs qui vont tout casser. Là-dessus, on réussit à avoir beaucoup de plaisir en travaillant en art public. Satisfaction. Est-ce que vous êtes déjà censuré pour soit pour art public ou pour participants? Hey. Mais t'en as Hein? On va aller dans la chaloupe du caméraman. Oh! Oh! C'est une belle prise, c'est une belle prise. Il y a toujours une façon d'arriver à tes fins et de présenter ce que tu veux présenter sans avoir à te censurer. Parce que si tu sens que tu te censures, c'est parce qu'à quelque part ton projet il fonctionne pas. Là. Regarde, par exemple... C'est ça, c'est pas de la censure, c'est s'adapter. C'est s'adapter, puis regarde. Puis quand tu arrives à doser le projet dans son ensemble, je ne pense pas que personne ait à se censurer pour passer des idées puis véhiculer quoi que ce soit. Vous avez fait à Armure, pour Armure, vous avez fait un petit gâteau, un genre de muffin fait en or, coulé en or avec des pierres précieuses puis de l'argent, je crois. Puis il y a Nicolas Mavrikakis qui a comparé ce petit gâteau-là au crâne recouvert de diamants de Damien Hirst en parlant que c'était une espèce de démesure mais à petite échelle. Oh! Il a mordu un coup, lui. Hey, il a l'air pas pire, hein? Ah ouais, ramène ça par ici. Ah, attends. C'est beau. Yeah! C'est mon premier brochet. Tiens, Wow. Merci. C'est pas pire, ce petit lac-là. Nous avons la barbe rousse, le teint laid, les yeux clairs. Je disais donc, On parlait du petit gâteau d'or. ce coup d'éclat-là, finalement, est en même temps une espèce de sécurité. Ben, c'est parce que le jeu, bon, il y a eu l'espèce de crise financière de 2008. Puis je veux dire, souvent, puis même encore aujourd'hui, tu vois quand tu regardes le cours de l'or, c'est la valeur refuge. Les économistes s'entendent, puis les gens investissent massivement là-dedans, ça monte constamment. Donc il y avait ce jeu-là, oui, d'aller travailler à partir, de créer une œuvre qui serait à la fois que ces matériaux auraient une valeur. Prends cet objet-là juste pour le prendre, oublie que c'est Cook-Sasseville, puis l'objet en soi a déjà une valeur importante qui n'arrête pas de grossir.
Fait que ce jeu-là nous amusait beaucoup. Puis il y avait cette idée-là du jeu, mettons, vraiment la base, l'idée de valeur refuge, l'économie, puis tout ça. Bon, l'art aussi, bon, on tombe dans un marché de l'art au Québec qui est particulier, puis d'arriver avec une œuvre qui est valeur refuge, qui est une œuvre d'art, mais qui aussi est une valeur refuge par ses matériaux. C'était une idée qu'on aimait jouer avec cette idée-là. Même si on bourde complètement notre carrière, le petit gâteau, lui, va continuer de... Ouais, de prendre de la valeur, c'est notre On peut retraite. s'accrocher, c'est comme notre bouée de sauvetage. Finalement, plutôt que de faire le truc grandiose, vous investissez pour avoir une sécurité. Ouais. Non, mais quand c'est même pas ça vraiment- qui- Non, mais dans le processus, c'est l'humour de la chose. Là. Ouais. C'est pas réellement fait avec une pensée qui est on met un placement. Parce que nos projets, ils n'amènent pas, tu sais, ce projet-là, autant que les autres, ils n'amènent pas de solution. Hein. C'est pas une solution, c'est pas une stratégie. C'est une illustration, si on veut, d'un jeu de symboles puis qui est en lien avec le marché de l'art, avec l'économie, avec tout ça, puis qu'on remet en place. C'est un puis projet, on en rit. c'est un projet qu'on a financé nous-mêmes avec un bénéfice. Il y avait ça qui était intéressant aussi, parce que avec une bourse ou une subvention, on peut faire un petit gâteau d'or aussi. C'est à tout le monde, n'importe qui est boursier ou qui peut. Mais il y avait cette idée-là de. C'est le même prix qu'une installation habituelle. Quand on travaille, on dépense beaucoup d'argent dans nos installations. C'est des matériaux souvent qui dureront pas dans le temps. Tandis que là, c'était super amusant parce que tu avais l'espèce d'implosion où c'est un tout petit truc, puis tout le fric est mis là-dedans, puis en plus, c'est durable, puis c'est merveilleux, ça se transporte bien. C'était comme l'installation idéale. Une installation qui se range dans un coffre-fort. Il y a quelques années, moi et François Simard, on avait une émission de radio à CKRL. Je pense qu'on a vécu le plus beau moment de radio, la fois où on vous a invité à faire des bruits de bouche. Il y a un moment vraiment, c'est un moment charnière, non peut-être pas charnière, mais un moment inoubliable où est-ce que François a mis la trame sonore des Jingle Cats puis qu'on s'est mis à chanter tout le monde « Ce n'est qu'un luxe sonné ». J'aimerais bien revivre ce moment-là On va le faire avec nous. vous autres en chaloupe. Ben, OK, mais pars là. Avez-vous la bouche prête? Nous avons la assez, bouche fin prête. fin prête? OK. Ce N'est qu'un luxe, 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 ce n'est. Chris, on a sorti 2 brochets. J'en reviens pas, même.